Si le marketing et la communication ce serait inné, ce serait pas un métier. Ok. Tout le monde serait bon. Tom de la Garrigue. Rapidement, on peut dire que je suis un hacker de cerveau. Je connais très bien comment fonctionne l'être humain, le comportement humain. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, on peut influencer des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Quelle dinguerie. Mais comme les vidéos de Squeezie, ils prennent des émissions de télé, ils transforment en vidéo YouTube. Hein. En fait, il y a toujours deux trucs, c'est soit tu fais de il y en a un où tu peux perdre beaucoup d'argent, l'autre c'est plus safe quoi. Il y a une hypothèse qui s'appelle la Stone Ape Hypothesis, qui est hyper intéressante, donc l'hypothèse du singe défoncé, qui serait que vu qu'on était des chasseurs-cueilleurs, on était beaucoup sur la trace des animaux et tout, etc. Et que les champignons hallucinogènes, qui sont composés de psilocybine, et la psilocybine est un stimulateur de neurogénèse, donc c'est-à-dire te fait créer de nouveaux neurones, on aurait genre bouffé ces champignons dans les excréments des animaux qu'on suivait quoi, et il se trouve qu'effectivement ça augmente ton acuité. C'est-à-dire que dans la savane, voir peut-être plus les couleurs, entendre plus les sons, ça peut être utile. Et ce serait du coup une des hypothèses, et c'est même peut-être une des plus viables actuellement, de comprendre pourquoi on est passé d'un cerveau normal à un cerveau avec un néocortex ultra développé. Faut pas paléolithique, ton cerveau qui fasse beau, il s'en tape. Par contre, il entend un bruit dans un buisson, il se retourne tout de suite. Donc on va pas accorder de l'attention aux bonnes nouvelles, parce que ça va pas être utile pour notre survie. Là du coup tu comprends pourquoi TF1 ils mettent en permanence des mauvaises nouvelles. La guerre de l'énergie se poursuit. Le chiffre est effrayant. En réalité, cette explosion. La lutte contre les violences. Sa voiture qui a explosé. Si tu tombes sur une mauvaise nouvelle, t'as plus de chances de rester. Donc autant en parler toute la journée, comme ça. Dès qu'il y a des gens qui zappent, ils disent quoi, qu'est-ce qui s'est passé, une explosion, ouais. Si tu veux, notre cerveau, pour évoluer, il faudrait qu'il ait repassé exactement ce même temps dans la nature, dans des maisons chauffées, avec des voitures, etc. Et on le voit, tu vois, par exemple, depuis qu'on a des chaussures, il y a une mutation génétique avec la disparition du petit orteil, tu vois. Donc qui se miniaturise de plus en plus. Et du coup là on arrive aux réseaux sociaux, maintenant tout le monde a compris qu'il fallait y être. Les chaînes de télé, etc., détenir des médias. C'est la putain de première fois dans l'humanité qu'on peut acquérir une audience personnelle avec juste un téléphone internet. Avant il fallait faire des sociétés comme TF1 ou des chaînes de télé qui, je le rappelle, hein, pour ceux qui nous écoutent, ne sont jamais rentables. Et donc maintenant la question c'est quel sera le prochain truc. C'est ça que je veux savoir. Bienvenue à Tom sur le podcast Marketing and Chill en direct de Andorre. Salut. Salut. Ça va? Bah ouais, impeccable. On s'est fait une rencontre express. Oui. On s'est rencontrés quand? Avant-hier. Ouais. Avant-hier, on a fait pas mal d'activités. Donc moi je suis à Andorre pour visiter les parages. Et il y a une grosse communauté entrepreneuriale. On a rencontré beaucoup de monde avec Christopher Fabre. Et ouais, j'ai rencontré beaucoup de monde. Je pense que j'ai jamais rencontré autant de monde en si peu de temps dans le business en ligne, marketing, etc. Et autant dans la même vibes. Ouais. Ça, c'est le début de l'été, je pense. C'est possible. Mais ouais, très très cool. Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir. On a beaucoup de choses à parler. Merci Un d'invitation. expert du contenu organique avec beaucoup d'abonnés et beaucoup de clients à qui tu fais gagner beaucoup d'abonnés. Et on va parler de ça. On va parler de contenu organique, de sciences comportementales, biais cognitifs et tout ça. Donc présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Salut, donc Tom de la Garrigue. Rapidement, on peut dire que je suis un hacker de cerveau. Je connais très bien comment fonctionne l'être humain, le comportement humain. J'ai appliqué ça à l'audiovisuel. Donc j'ai fait une école audiovisuelle, on va dire, spécialisée dans l'influence du montage et l'influence des images. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, on peut influencer des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. C'est un prof qui nous avait fait étudier, en fait, regardez un film de Leni Riefenstahl qui s'appelle Les Dieux du Stade. Donc c'est de la propagande nazie. Leni Riefenstahl, c'était la cinéaste d'Hitler. C'était un vieux film chiant en noir et blanc. Donc, il nous a rien dit de juste de regarder ça. Il a dit, bon, ça vous a bien fait chier, hein. Ben, vous êtes fait avoir. Et là, il nous a montré tous les trucs, etc. Donc je me suis dit, ok, 2 trucs. Comment je me suis fait avoir? Combien de fois je me suis déjà fait avoir? Et la 3e question, c'est comment ne plus se refaire avoir. Et c'est vraiment là où j'ai deep dive dans les sciences comportementales et que j'ai appliqué ça à l'audiovisuel. Et donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des entrepreneurs, donc ma boîte, mon agence, et on les push à 200 000, 300 000 abonnés, même s'ils partent de zéro, quoi, avec du all-inclusive. Ok. Et donc on va en parler juste après. Je pense qu'on va commencer par les sciences comportementales pour expliquer c'est quoi, Ok. qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et je pense que la première question, ça serait, c'est quoi la différence entre manipuler et influencer? Alors ça, philosophiquement, il y a plusieurs débats. Moi, la définition que j'ai influence, manipulation et propagande. Ok. L'influence, c'est inciter quelqu'un à faire quelque chose, mais qui va rien changer à sa vie, ni en bien ni en mal, quoi. C'est juste tirer la couverture de son côté, quoi. Qu'il aurait fait sans toi ou pas? Ouais, qu'il aurait fait sans moi ou pas. Et même des fois, c'est pas forcément quelqu'un qui influence, hein. Ça peut être la météo, hein. Savoir que il fait beau, s'il y a du soleil, t'as plus de chances de répondre par la positive que par la négative. Donc si tu veux choper le numéro d'une meuf, t'attends qu'il fasse beau. Ok. Tu vas gratter si tu veux Ok. l'optimisation, tu vois. Donc ça, c'est ce que l'on peut appeler de l'influence. Et donc là, il y a l'influence de l'environnement aussi, peu importe ce que c'est. Après, tu as la manipulation. Donc ça peut être de quelqu'un ou de quelque chose également.
Là, c'est influencer quelqu'un à faire quelque chose, mais qui est pas bon pour lui. In fine, la pub pour Coca, c'est de la manipulation. Parce que boire du Coca, c'est pas bon pour ta santé, quoi. Ok. Et la propagande, qui pour moi est influencer quelqu'un à voter, adhérer, faire un don, etc. pour n'importe quel parti politique, quoi. Ok. Tu mets où la frontière entre les deux est éthique ou pas? Ouais, et hyper subjective comme tous les êtres humains. Mais si tu le bases sur les faits, t'arrives à un truc assez universel, quoi. Ok. Mais bon, en fait, c'est jusqu'où tu t'arrêtes. Parce que est-ce que niquer la planète, tu vois, en fait, travailler, Ça, c'est très personnel, en fait. travailler, Ça dépend, c'est mal. ça dépend aussi de la culture de là où t'es. Enfin, moi, je le vois quand t'es en France ou au Canada. Enfin, la barrière d'éthique n'est pas au même endroit. Enfin, la définition parfaite, c'est sur l'écologie. En France, t'as des mecs, je sais pas, peut-être 15% de mes potes qui ne prennent plus l'avion. Au Canada, tous, leur but, c'est de dire le lundi matin, quand je travaillais, j'étais salarié, c'est à qui avait dépensé le plus de litres d'essence, tu vois. Avec leur bateau, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais. Mais du coup, là, les gens, ils sont influencés à dépenser ou à consommer. Et dans un autre pays, ils sont influencés à ne pas le faire. Mais donc, en fait, c'est une question d'éducation. Ouais, d'éducation et même après jusqu'à où tu vas. Parce qu'en fait, n'importe quelle boîte a des salariés. Donc les salariés, ils viennent travailler en voiture. Il faut la clim. La clim, c'est pas. Enfin, en fait, du moins que tu fais des trucs, c'est pas bon pour l'environnement. Donc, tu vois, en fait, c'est hyper subjectif. Mais moi, du coup, je m'arrête à juste est-ce que ça fait du bien à la personne ou du mal à la personne. Et après, tu prends de manière systémique, je t'arrête jamais, quoi. Il y a toujours. C'est fractal. Ok. Partons sur l'influence. Quand tu influences quelqu'un, tu as différents leviers d'influence, différents niveaux, j'imagine. C'est quoi les premières étapes pour influencer quelqu'un? Donc là, on rentre pas encore dans le côté marketing ou ces choses-là, mais juste, genre, la manière la plus pure possible. Comment tu commences l'influence? Est-ce que ça passe forcément par un biais ou ça passe par quelque chose de psychologique qui est quoi? C'est ça la question. C'est comment une influence commence? C'est l'envie d'avoir quelque chose que tu n'as pas, l'envie d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas. C'est même bien avant tout ça. L'influence commence à partir du moment où tu vois quelqu'un d'autre. Si on parle d'influence interpersonnelle. Ok. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as vu quelqu'un, il y a une interprétation qui se fait. Et donc, la manière dont tu es habillé, la manière dont tu parles, ce que tu portes, est-ce que tu as une Rolex, est-ce que tu n'as pas Rolex, est-ce que tu es fashion, est-ce que tu es corporate. Déjà là, tu mets de l'influence. Alors moi, par exemple, au tout début de ma carrière, quand j'étais entrepreneur, j'avais pas de quoi légitimer ce que je proposais, parce que je commençais. Donc, j'étais toujours habillé, en smoking, etc., pour assurer les boomers. Parce que du coup, c'était des codes qu'ils connaissaient. J'arrivais, j'avais 20 ans, tu vois, 21 ans, donc ils me demandaient même pas mon âge, la moustache. Costume chez Zara. Même pas Zara, mais des vieux trucs que j'aimais bien, tu sais, avec des gilets, etc. Ouais. Et du coup, ça rassurait, tu vois. Ouais. Parce que c'est des codes qu'ils connaissent, etc. Et en plus, ça met une autorité naturelle avant. Alors après, tu parles bien, tu connais quand même bien ton métier, c'est bon. C'est validé, les gens ont confiance, et la confiance reste le centre de tout, quoi. Si quelqu'un n'a pas confiance, il n'achète pas, point. Okay. Et donc là, c'est de l'influence au terme de influencer le choix de la personne à travailler avec toi. Ouais, bah en fait, tu vois, c'est tout le temps ça, l'influence. Okay. Hein, parce que la vie est une suite de choix, quoi. Ouais. Et même moi, c'est pour ça que je suis tombé dedans au début pour bien décortiquer. C'est-à-dire que je me dis, quand je fais un choix, je veux essayer d'être le moins influencé possible pour être sûr de faire le meilleur. Mais après, là, vient une question philosophique, c'est est-ce qu'on est le mieux placé pour faire des choix pour sa vie, en fait? Parce que ça se trouve, toi, tu crois que c'est ça qui est bon pour toi, mais pas du tout. Ouais. Bon, bref. Ouais, c'est une question philo, tu vois. Je comprends. Mais et au contraire, la manipulation, du coup, est-ce que ça joue sur les mêmes choses? Exactement, ouais. C'est exactement la même chose. C'est juste la barre d'éthique. L'intention. Le cerveau comprend très bien l'intention. Tu sais, on voit beaucoup de vidéos où on dit oui, le cerveau ne comprend pas la négation. C'est faux. Parlons-en de ça, parce que l'exemple parfait, c'est... Ne pense pas à un éléphant rose. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça, c'était... je crois que c'était Valère. Ouais, c'était Valère qui avait dit ça, qui avait dit... il avait fait un vocal où il avait dit « J'ai compris que le monde nous voulait du mal le jour où je me suis rappelé du slogan « Ne mangez pas trop gras, ni trop salé, ni trop sucré ». Ouais. Ça, c'est une connerie, du coup. Parce que moi, ça, c'est quelque chose, dans le copie, je le fais souvent. Okay. Souvent, j'ai le truc de me dire « Le cerveau comprend pas la négation ». Donc, si je mets une négation pour justifier quelque chose, je vais avoir l'effet inverse. Et c'est ce que je veux. Donc, c'est pas forcément mauvais de mettre une négation. Une connerie ou... Il y a deux trucs. Moi, je me base toujours sur les études scientifiques. Donc, les dernières études scientifiques ont montré qu'en fait, c'est pas que le cerveau ne comprend pas la négation, c'est que le cerveau comprend très bien l'intention qu'il y a derrière. Donc, si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, trop tard. Et en plus, bon, là, ça mélange plein de petits trucs d'hypnose, etc. Et il y a des vidéos comme ça, on le voit, ça je reprends, c'est mon ami Stéphane Carapel qui est très à jour sur tout ça, qui m'avait dit, il y a une vidéo qui traînait où on disait, une mère qui dit à son gosse, ne saute pas, et tu as le gosse qui saute, oui, parce que dans l'intention, en fait, le gosse, il comprend qu'il veut que tu sautes. Par contre, tu regardes ton gosse, tu dis surtout, ne saute surtout pas, je pense qu'il comprend très bien, mais il va pas sauter, tu vois.
Et en fait, ce qu'ils ont fait pour définir ça, c'est que quand tu vas à l'hôpital, imaginons, je sais pas, il y a ta mère qui va pas bien ou quoi, quand le médecin vient te dire votre mère n'est pas morte, t'attends pas, ta mère est morte. T'entends très bien la négation. Ouais. Et parce qu'il y a l'intention qu'il y a derrière aussi. Ok. Donc en fait, c'est faux. Par contre, ils comprennent très bien l'intention. Là où du coup c'est intéressant, c'est que l'intention, c'est que ça vient d'un être humain. Parce qu'il y a tous les signaux, etc., qui sont inconscients qu'on capte. Et quand t'as un truc écrit sur des ads, là c'est différent. Et quand tu... Ok, ouais. Ok, je capte. Et par contre, si tu dis ça ne va pas vous aider, et que tu as l'intention qui va avec, les mecs vont pas entendre ça va vous aider, tu vois. Ok, trop bien. Ouais, soit répondre direct sur le neuromarketing. Hein. Vas-y, allons-y. Hein. Qu'est-ce que le neuromarketing? Comment est-ce que un bon copywriter est quelqu'un qui maîtrise les neurosciences et toute l'alchimie qu'il y a derrière? En fait, encore une fois, moi je trouve que, alors j'aime bien dire, toujours il y a deux teams, mais le monde est un spectre, donc c'est des pôles. Donc c'est-à-dire qu'entre les deux pôles, il y a une multitude de trucs. Donc pour moi, il y a deux pôles, il y a les gens qui connaissent un chemin pour sortir du labyrinthe, et il y a les gens qui ont le plan, la vue systémique de tout le labyrinthe. Et les deux peuvent être très bons dans des cas différents, mais celui qui connaît vraiment son sujet, c'est celui qui connaît tout le labyrinthe. Parce qu'il dit, ah oui, mais toi tu veux sortir du labyrinthe, mais pas forcément le plus rapidement, bah, tu peux prendre ce chemin du coup, et ça fonctionne quand même, tu vois. Ouais. Donc en gros, qu'est-ce que c'est ces différences? C'est qu'il y en a un qui fonctionne par corrélation, et l'autre qui fonctionne par causalité, tout simplement. Celui qui fonctionne par corrélation n'est pas forcément mauvais, mais il n'a pas le pourquoi. Celui qui fonctionne par causalité, c'est parce qu'il s'est dit pourquoi. Tu peux donner un exemple concret? Causalité et corrélation. Tu as pris un exemple en off tout à l'heure qui était bon. Le hook, il marche bien, donc je vais le dupliquer et en faire des variantes. Ouais, tout à fait, voilà. Donc les hooks, par exemple... Ça, c'est la cause, ouais. Voilà, c'est la cause déjà pourquoi il fonctionne bien. Bon, il faut aller voir sur les datas, etc. Tu vois, et ça, déjà, 80% ne le font pas. Donc déjà, voilà, regarder si ton hook fonctionne et après comprendre pourquoi il fonctionne. Donc si tu sais pas pourquoi, tu dis juste, bon, ben, je vais utiliser le même parce que ça fonctionne et tu t'en fiches de savoir pourquoi. C'est cool. Au bout d'un moment, peut-être, ça va ne plus fonctionner. Et là, tu l'as dans le cul parce que ben, tu sais pas quoi. Alors que si tu vas chercher pourquoi ce hook a fonctionné, tu vas avoir ce que j'appelle le macro-système, celui qui peut s'appliquer à tout. Soit t'es micro, soit t'es macro. C'est ça, la vision systémique. Et donc là, pourquoi ça fonctionne en hook en général? Parce que ça te fait passer du système 1 au système 2, on y reviendra peut-être plus tard, et en gros, ça te fait faire un pic de cortisol, ce qui te donne une fenêtre de focalisation de ton attention. Ton pic de cortisol, est-ce qu'il est corrélé à ton pic d'énergie? Moi, je sais que j'essaie toujours de faire des... je pense pas en... D'ailleurs, je vais beaucoup progresser là dans notre échange, à mon avis. Je pense rarement en pic chimique, mais en pic d'énergie, tu vois. Genre, il faut que ça soit... Ou en pic d'émotion, tu vois. Ok. Je me dis que si j'arrive un pic d'émotion, c'est de la neuro... Enfin, ouais, mais tu peux pas décorréler de la neurochimie. Ouais, mais en fait, moi, je la corrèle pas avec la neurochimie bien sûr. pour le moment, et j'ai envie de le faire, parce que j'ai déjà vu des trucs dessus. Mais moi, c'est... ok, il faut que je monte en tension, que je baisse, je monte, je baisse. Si j'arrive à le faire 2 fois dans une ad en 1 minute, c'est banger, tu vois. Si je suis logique et bien cadré, et que je mets... qu'il y a tous les trucs d'une ad, genre preuve sociale, bénéfices, etc., enfin, tous les trucs classiques, plus une montée en tension, c'est magnifique. Et quand tu le fais accompagné d'une belle musique, tu vois, genre, là où je me régalais le plus, c'est quand je faisais du low ticket en Allemagne sur la niche TDAH avec une musique de piano qui faisait une tension narrative et t'avais juste du texte que je ne comprenais pas parce que je suis pas allemand, tu vois. Mais j'avais la traduction et en fait, au moment où tu faisais baisser la tension, t'avais une musique qui allait. C'était ça, en fait, tu regardais t'as envie de chialer, quoi. Et ça, c'est très fort. Ouais, totalement. Mais je sais pas vraiment ce qui se passe derrière. Mais en fait, tu vois, c'est intéressant parce que toi, t'as quand même un point de vue systémique. En neurochimie, il peut se passer plein de trucs, mais t'as quand même la base du... En fait, c'est comme les scénarios de films, tu vois. Tu fais monter la tension, tu redescends. Ouais. Dans tous les cas, à partir du moment où il y a un cerveau devant, tu joues avec. Que ce soit à travers une affiche, un écran, sur une scène, etc. Qu'est-ce que tu veux dire, du coup, par rapport à ça? Comment... Ouais, c'est quoi les leviers de neuromarketing ou la chimie du cerveau qui fait que t'as un passage à l'action? Est-ce que c'est tout le temps les mêmes? Est-ce que en fonction du médium, ça change? Tu vois, je te prends par exemple un spot publicitaire, une ad sur Meta, un Reels avec un click to action ou une ad dans le métro, tu vois. Ouais, nous, le cerveau est le même. Ouais. Donc, faut s'adresser à un cerveau. Pour moi, c'est ça le vrai marketing. Enfin, peut-être on pouvait pas le faire, tu vois, donc ça fonctionnait par corrélation, mais c'est... En fait, c'est seul justifiable, parce que si tu sais pas ce que tu fais ou générer ou quoi que ce soit, tu sais pas forcément ce qui fonctionne. Et du coup, tout est tout le temps la même chose, même pour un film au final, etc. Que ce soit donc une affiche en réel, une publicité, une vidéo YouTube, une lettre postale. Une lettre postale, etc. C'est plus ou moins la même chose. Déjà, ça commence avant même, si c'est dans la vraie vie, qu'il y ait le premier contact vocal. Et sur les réseaux sociaux, ça commence dès la première seconde. Dès la première seconde, du coup, ce qui est intéressant, c'est de faire un pic de cortisol pour raccrocher l'attention. Peu importe où c'est, ça peut être la surprise, etc. Ce que tu fais avec ton ballon? Ouais, le ballon, alors là, c'est même
on peut dire l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, donc c'est une étude qui montre, enfin Zeigarnik c'était le sociologue, psychologue, je sais plus, qui montre qu'une tâche pas finie reste beaucoup plus attractive qu'une tâche finie. Genre on l'oublie beaucoup moins vite. Donc en fait, du coup là, ils savent qu'il y a une tâche en cours parce qu'ils me voient arriver avec un objet contendant, ils se disent bon, il va le péter. Et après moi, ouais, tu veux dire quelque chose? Non, je disais, je pensais à plein de trucs. Enfin, moi, c'est des choses que tu vois, ça, c'est un parfait exemple. La cause, ça marche, je le fais. Ça fait des ads où les mecs ils coupent des citrons. Je me suis jamais demandé, tu sais, genre le truc Pourquoi derrière, pourquoi. Ouais, c'est ça. Alors que moi, c'est vraiment ça. Je suis coupe une un autiste, escalope. Vas-y, prends une côte de bœuf et tu la coupes et tu rédiges le script. Tu dis ça à ton client, mais il dit, mais qu'est-ce que tu branles? Non, mais Si, totalement. ça va marcher, t'inquiète. Mais ça aide en fait. Ça Je aide. te la lance, la côte de bœuf. Mais totalement. Ça, du coup, c'est pattern interrupt. Ok. Un pattern interrupt, comment on pourrait le Un définir? truc qui casse la normale. Ouais. Là, tu t'attends, s'il y a un truc qui me tombe sur la tête, là, ça va faire un peu de casse le pilote automatique, ouais. Mais ça peut me mettre genre un. Ouais. Voilà, ça, c'est un pattern interrupt, tu vois. Genre, d'un coup, t'as sursauté et tout, la tentation, elle est focalisée, tu vois. Ouais. Parce qu'on s'attendait pas à ce que je fasse ça. Donc, c'est péter les patterns. On pourrait dire. Et donc, pattern interrupt, donc ça, c'est avec surprise si ça tombe, etc. Après, tu peux avoir l'effet Zeigarnik. Donc là, pareil, on ouvre. Là, c'est pour retenir plus l'attention. Parce que déjà, la première étape, c'est la voler, deux, c'est la retenir, quoi. Est-ce que c'est ça que tu fais dans une open loop? Quand j'écris un pitch, tu fais une open loop. Ouais, open loop, c'est. Tu dis un truc, bon, on va voir ça dans 3 minutes, un truc trop bien qu'ils ont tous envie de voir. Par contre, avant. Tout à fait. Okay. Tout à fait. C'est-à-dire que vu que t'as pas donné la fin et que le cerveau déteste ne pas finir les trucs, tu vois. Donc du coup, le mec dit bon, on va atteindre la fin, que ça soit fini, tu vois. Effectivement, plus ça a de valeur perçue, plus ça fonctionne. Et je dis bien valeur perçue et pas vraie valeur ajoutée, parce que c'est voir un truc qui n'a pas de valeur ajoutée, qui a une valeur perçue énorme, quoi. Oui. Mais ça, les gens font pas forcément la diff. Alors, c'est une vraie épiphanie quand tu captes ça dans le marketing, tu vois. Ouais. Genre quoi, par exemple, stacker de la valeur sur des slides et en fait, la valeur, elle est presque. Enfin, le marketeur derrière, il l'a fait au doigt mouillé. Ouais, ben, par exemple, tu vois, genre, full accompagnement pour faire des abonnés, des trucs comme ça, etc., avec une formation et tout, ben, les gens ont la valeur perçue, peut-être pas forcément. Par contre, tu dis, alors, je vais te faire en calendrier, là, pour 5 ans, t'as tous les jours une idée de publication, c'est pas du tout adapté pour toi, etc. Tu le vends à 20 balles, tout le monde va l'acheter, mais en fait, c'est pas performant du tout. Par contre, la valeur ajoutée, la valeur perçue est immense parce qu'il se dit, putain, ben, dans 5 ans, j'ai pas besoin de réfléchir. Ouais, t'as pas besoin de réfléchir, mais c'est pas pour ça que ça va fonctionner plus que ça. Ouais, carrément. Tu vois. Mais là, la valeur perçue est énorme. Et ça, il y a de la chimie derrière ou pas? Il y a tout le temps de la neurochimie. C'est quoi, du coup, le truc? Je suis chaud qu'on fasse un. Je te fais un décortiquage de page de vente et tout ce que j'essaye de faire à chaque endroit. Et tu me dis il y a quel biais. C'est ça. Ouais, j'avoue, quel biais. Parce que neurochimie exact, c'est compliqué. Faut le prendre au cas par cas. Et c'est toujours, disclaimer aussi, tout ce qui touche à l'être humain, c'est de la moyenne gaussienne. Alors que ça fonctionne dans 80% des cas, il y a toujours deux côtés où c'est l'être humain. Il y a des fous du bus. Voilà. Ça fonctionne pas, il y a toujours des exceptions. Quoi. T'as déjà acheté sur une pub Facebook? Jamais. Non plus. J'en fais tous les jours. Mais moi, de toute manière, je ne comprends pas qu'il met des commentaires sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas qu'il y a le temps de mettre des commentaires. Ça, j'en parlais avec mon partenaire. C'est très important. Je pense un des trucs pour être un très bon marketeur, il faut ne pas avoir d'ego. Ou je sais pas comment on appelle ça. Faut pas en faire une affaire personnelle. Ouais, faut pas penser que tout le monde pense comme toi, quoi. Sinon, t'es mort. Bien tu sûr. vends rien, quoi. Mais ça, moi, je trouve que tu le comprends bien quand tu comprends la différence entre réalité brute et réalité perçue. Et que tout le monde vit dans sa réalité perçue. En fait, on n'a aucune idée de comment l'autre voit le monde, mais vraiment aucune. Hein. Et on a beau discuter, ce sera juste une mise à niveau de dire « Ah ouais, on n'est pas fou, d'accord, on a plus ou moins la même réalité, mais le même mot, on n'est même pas d'accord. Ouais. » C'est pour ça que ceux qui travaillent là-dedans ou qui touchent de près ou de loin, c'est toujours déjà intéressant, parce que c'est des gens qui comprennent les autres, qui ont de l'empathie. Même s'ils avaient un mec qui la pire des crapules qui vend de la merde, il va comprendre l'autre, parce qu'en fait, il est capable de vendre ça, et lui-même ne l'achètera jamais. Par contre, tu lui parles très bien à cette personne-là. En fait, il parle à une personne qui comprend pas ou qu'il a appris à la connaître. Et en fait, il a trouvé des failles dans lesquelles il s'engouffre, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ça demande un effort de comprendre l'autre. Ouais. Tu fais pas forcément quand t'es ingénieur ou quand t'es dans des trucs un peu trop analytiques, tu vois. Et alors ça, c'est intéressant parce que tu peux l'avoir autant de manière inconsciente que consciente. Il y a des très bons manipulateurs inconscients. Ouais. Parce que c'est dans leur schéma. C'est des psychopathes, non? Pas forcément. Okay. Mais pas forcément. Tu vas voir quelqu'un qui paraît sain et juste il a vécu un truc ou quoi et il s'est dit ok, ça c'est mon schéma de défense. Et donc, par exemple, il y a l'auto-sabotage. Il y a plein de gens qui s'auto-sabotent sur plein de trucs, tu vois. Ouais. Parce que c'est leur truc, et c'est de manière inconsciente, parce qu'évidemment, moi, c'est ma pire hantise, c'est de m'auto-baiser sans m'en rendre compte, tu vois. L'éléphant au milieu de la pièce que je ne vois pas, qui fait que j'arrive pas, enfin voilà, un manque de potentiel, tu vois. Passer à côté d'un potentiel juste parce qu'il y a un truc que je vois pas, et que je m'auto-bloque. Et c'est sûr qu'il y en a, parce que tout le monde en a en permanence, tu vois.
Non, faut aller les trouver, il faut aller les débusquer, mais pour ça, faut déjà s'en rendre compte. Enfin, c'est chaud, tu vois. Et donc tu sais hacker le cerveau des gens sur les Reels, etc. Est-ce que toi, tu hackes ton propre cerveau? Ouais, j'aime bien faire du biohacking, Tu fais quoi? par exemple. Et t'es pas bon au bain froid. Ouais, c'est vrai. Mais surtout quand on n'a pas eu le sauna avant. Avec un sauna, ça va mieux. Mais ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui rigolent parce que j'ai souvent avec moi des chewing-gums à la nicotine. Ils disent, mais tu fumes? Je dis, bah non. Ils disent, mais pourquoi t'as des chewing-gums Ça, à c'est la très intéressant, nicotine? ça. Parce que je suis vraiment à niveau d'awareness au top. Je suis à pas loin d'acheter ça. J'étais un ancien fumeur, moi. Donc Ok. ça me fait très peur à la Bah, nicotine. ouais, c'est très addictogène. Donc, est-ce que t'es sensible à tout ce qui est addiction? Bah, j'ai été fumeur pendant longtemps. J'ai réussi à m'en débarrasser il y a 1 an et demi, Facilement? 2 ans. Non. Ok. Non, ça a été des rechutes à chaque fois. Ok. Jusqu'à un moment où un ras-le-bol total et plus rien, tu vois. Moi, je n'ai jamais eu d'addiction à des substances comme ça, tu vois. Ok. Après, il y a des addictions positives, hein, entre guillemets. Mais après, une addiction, c'est jamais positif pour moi parce que t'es soumis à quelque chose, tu vois. Genre, les gens qui sont addicts au sport, c'est cool. Mais si tu ne peux pas te passer, moi, ça m'emmerde. J'aime bien avoir ma liberté, tu vois. Mm. Mais bon, t'es addict au confort. T'as une avoir ton confort, tu vois ce que je veux dire? Tout dépend où tu mets le curseur. Bref. Le biohacking avec la nicotine, hyper intéressant. Moi, je l'utilise. Déjà qu'il y a des trucs qui m'énervent. Genre, je suis pas très sensible aux émotions de base, tu vois. Genre, à la joie. Genre, je pleure pas de joie. Mm. Et quand je suis au fond du trou, je suis juste là, blasé, mais je suis pas genre au fond du trou, tu vois. Alors, sur une échelle de 0, 10, tu pleures de joie, moins 10, t'es au fond du trou. Quand je suis content à 2. Quand je suis pas content, je suis pas content à moins 2. Voilà, tu vois. Et ça dure pas longtemps en général, parce que je trouve des solutions. Mm. Par contre, la colère, je la tape à 10, ouais, y a pas de problème, tu vois. Ok. Et donc, du coup, boum, déjà, ça me permet de direct redescendre, tu vois. De canaliser cette émotion qui est celle que je ressens le plus. Et pour travailler. Ça te étend un peu tes muscles, en gros, si tu veux. Ça relâche la tension musculaire, mais par contre, ça t'enlève pas du focus. Au contraire, ça t'en rajoute. Moi qui, déjà, de base, n'ai pas de problème à mettre en tunnel sur quoi que ce soit, alors, je pourrais rester 5-7 heures sans décrocher d'un truc, tu vois, du moment que j'ai pas trouvé la solution. Là, quand j'ai pas la foi, tu sais, des fois, il y a des jours où tu dis, putain, pas envie. Hop, je me prends un chewing-gum de nicotine, tout devient plus chill. Et t'es là, bon, allez, vas-y, j'ai pas envie, mais on va le faire. Et hop, et après, tu t'y mets, et puis après, t'es parti. Et tu prends c'est les chewing-gums pour arrêter de fumer, les Nicorette, les trucs. Ouais, c'est ça, Nicorette, ouais, 4 mg. Ok. Ouais, parce que moi, je me rappelle quand je fumais, c'était complètement aligné avec le fait de travailler comme un enculé. Ah bah, ça aide, hein, ça aide. Genre, c'était pas du tout contre ça. Et après, il y a un autre truc que j'ai pris, j'ai oublié le nom, que je viens de tester là. Le bleu de méthylène. Oh, c'est pas ça, c'est L, je sais pas quoi. Et pareil, Par un c'est fait dé. pour avoir du focus. Ok. LSD, non. Non, c'est pas ça. Là, c'est un peu plus compliqué, je pense, de rester concentré. Mais bref, ouais, c'est En fait, pareil, c'est de la bio. J'adore faire des expériences sur moi-même, tu vois. Mm. C'est de la neurochimie. Et là, tu vois, pareil, en janvier, je lui dis, bon, Tom, t'es trop gras, perds du gras. Et ben, j'ai commencé par la biochimie. Qu'est-ce qui va faire que ça va être agréable, cette perte? Ou je vais pas trop souffrir mentalement? Bon, déjà, de base, j'aime bien aller contre les pulsions, tu vois. Ouais. Mais là, du coup, j'ai pas vu juste que les muscles, tu vois. Quelle est ta dernière découverte qui t'a fait péter un câble sur le cerveau? Est-ce que tu arrives à expliquer chimiquement des choses qui se passent en ce moment avec la géopolitique aux États-Unis, tout ce qui se passe en ce moment? Ça, c'est hyper compliqué parce que ça mêle. Mais t'as quand même de la manipulation de masse. Ouais, voilà. Là. Chimiquement, là, t'es moins chimique, t'es plus dans la stratégie de manipulation de masse, de gestion de relations publiques, etc. etc. Toi, t'as vocation à faire ça ou pas? Moi, c'est le truc que je faisais au tout début même. Hein. Genre, si l'État vient te chercher et te dit on va discuter de stratégie de... Avec plaisir. Ok. Juste voir s'attendre sur un prix, mais... Et quel est l'objectif? Au moins DM. Mais ouais, exactement. Okay. J'ai déjà fait des trucs pour des municipales. Ok. Et voilà. T'as été contacté pour des campagnes en Afrique, non? C'est pas toi qui me disais ça? Si, ouais. J'ai eu un contact là qui m'a dit on aimerait bien... on aimerait bien manipuler discuter, tout un peuple. Écoute, voyons voir ce que c'est, voyons voir qui c'est. Mais ça, c'est hyper intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est jouer avec le cerveau des gens. Donc après, voilà, il faut avoir une éthique. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un DJ joue avec le cerveau des gens dans la foule. C'est exactement la même chose, tu vois. Est-ce que, des fois, je me pose la question, si je comprenais trop le cerveau, je perdrais cette naïveté que j'aime bien, en fait. Ah ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que t'es baisé après, t'es niqué. T'as plus de magie, beaucoup moins. Ouais. Ça, tu le vis comment, toi? Genre, moi, j'aime bien comprendre, donc ça va. Okay. Alors moi, je suis obsédé par la compréhension. J'adore comprendre. Genre, vraiment, mes meilleures journées, c'est quand j'ai compris un nouveau truc et quand j'ai débloqué un nouveau truc, genre un salto ou un truc comme ça, tu vois. Genre, physiquement et mentalement, là, c'est mes meilleures journées. Je suis là, putain, ça, c'était une journée renta. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un truc intéressant. Le dernier truc qui t'a mindfuck. Ah ouais. Je vais en prendre un qui est pas mal.
c'est la puissance du biais de confirmation. Où tout le monde en parle, oui, biais de confirmation, mais peu de gens le comprennent vraiment. Si t'as quelqu'un de persuadé, ça ne sert à rien de discuter. Et moi, maintenant, quand il y a des embrouilles ou quoi que ce soit, je dis, est-ce que t'es persuadé que j'ai fait ça, ou que je suis ci, ou quoi? Ok. Donc ça ne sert à rien de discuter. Ah, je vais faire avec ma femme, ça. Non, mais ça, en fait, tu résous les problèmes avant qu'ils commencent. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai dit là, Pas quoi. si je me justifie, tu vas dire, bah, tu vois, tu te justifies beaucoup pour un mec qui n'a pas fait ça ou qui est ça. Ou alors tu vas... Non, mais en fait, le biais de confirmation, les gens ne comprennent pas, mais c'est ça, si tu es persuadé, tu peux dire n'importe quelle data, n'importe quel truc, les gens vont le prendre pour valider ton hypothèse. Mais que ce soit pour un client, c'est la même chose. Tu dis, bon, est-ce que tu es persuadé que ça peut pas t'aider? Bon, ça sert à rien qu'on discute, t'as raccroché tout de suite. Tu vois, voilà, hop, tu gagnes du temps. Et les gens ne comprennent pas, mais en fait, la plupart des problèmes qu'il y a dans la vie de tous les jours, c'est juste que les gens, on n'a pas de cours sur le cerveau. Et ça, pour moi, c'est même un crime contre l'humanité. Genre, l'éducation nationale, pour moi, c'est tellement gros que c'est fait exprès qu'on ne nous l'apprenne pas. Tu vois. Alors, il y a le rasoir d'Anlone qui dit qu'il ne faut pas attribuer de la malveillance là où il peut y avoir de la débilité. Donc, bon, disons qu'ils sont débiles, l'éducation nationale, voilà. Ok, ça s'est placé. Ok. Trop bien. Parlons un peu, décris-moi un peu, genre, 2-3 biais pour ceux qui partent de zéro. Genre, biais de confirmation, cite-moi en deux autres que tu t'appliques concrètement sur un contenu, par exemple. Ouais, ok. Déjà même, qu'est-ce qu'un biais, peut-être? Ouais. Les gens oublient que l'être humain est programmé pour la survie. Parce qu'en gros, ça fait une semaine qu'Homo sapiens existe. Donc là, on est le lundi et là, on est bientôt dimanche soir minuit. Ouais. Ça fait seulement 2 heures, donc 2 heures avant minuit, qu'on vit avec le chauffage, des moteurs, etc. Donc l'être humain s'est développé de lundi à dimanche 22 heures. Dans la nature. Dans la putain de savane, avec rien du tout, juste habiter son couteau. Ouais. Et donc, si tu veux, notre cerveau, pour évoluer, il faudrait qu'il ait repassé exactement ce même temps dans la nature, dans des maisons chauffées, avec des voitures, etc. Et on le voit, tu vois, par exemple, depuis qu'on a des chaussures, il y a une mutation génétique avec la disparition du petit orteil, tu vois. Oui. Donc, qui se miniaturise de plus en plus. Donc, l'être humain est programmé pour la nature et on n'y vit plus. Donc, il y a plein de failles. Parce qu'on est des machines faites pour la survie et on essaie de faire autre chose que de la survie. Comme si tu veux, si tu dis à une machine qui est faite dans l'industrie pour fermer des pots de confiture, tu dis bon, mais maintenant tu vas faire de l'art. Bon, bah, faire de l'art en essayant, faire ce qu'elle peut, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est exactement ça. L'être humain de base est juste programmé pour la survie comme n'importe quel animal, mais on a eu ce néocortex qui nous permet d'avoir de la métacognition, etc. Et c'est intéressant. On essaye de le développer. D'ailleurs, il faut savoir que scientifiquement, on ne comprend pas comment en si peu de temps on a pu arriver à développer ça. Il y a une hypothèse qui s'appelle la Stone Ape Hypothesis, qui est hyper intéressante, donc l'hypothèse du singe défoncé, qui serait que vu qu'on était des chasseurs-cueilleurs, on était beaucoup sur les traces des animaux et tout, etc. Et que les champignons hallucinogènes, qui sont composés de psilocybine, et la psilocybine est un stimulateur de neurogénèse, donc c'est-à-dire te fait créer de nouveaux neurones, on aurait genre bouffé ces champignons dans les excréments des animaux qu'on suivait, quoi. Et il se trouve qu'effectivement, ça augmente ton acuité. C'est-à-dire que dans la savane, voir peut-être plus les couleurs, entendre plus les sons, ça peut être utile. Et ce serait du coup une des hypothèses, et c'est même peut-être une des plus viables actuellement, de comprendre pourquoi on est passé d'un cerveau normal à un cerveau avec un néocortex ultra développé, quoi. Bref, digression terminée. On voulait aller jusqu'à où? Je sais plus ce que c'était la question. Ah ouais. Donc biais, c'est ça. Et donc un biais, du coup, c'est un truc qui est fait pour la nature et qui est toujours là, mais qui n'a plus son utilité. Un que j'aime bien, c'est le biais de négativité, qui est vraiment hyper puissant, quoi. Okay. Au paléolithique, ton cerveau qui fasse beau, il s'en tape. Par contre, il entend un bruit dans un buisson, il se retourne tout de suite. Donc on va pas accorder de l'attention aux bonnes nouvelles. Ça sert à rien. Parce que ça va pas être utile pour notre survie. Par contre, on porte attention aux mauvaises nouvelles. Et là, du coup, tu comprends pourquoi TF1, ils mettent en permanence des mauvaises nouvelles. Parce que si tu zappes, si tu tombes sur une mauvaise nouvelle, t'as plus de chances de rester. Donc autant en parler toute la journée, comme ça. Dès qu'il y a des gens qui zappent, ils disent quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une explosion? Ouais. Comment tu l'utilises dans un Reels pour capter? C'est tourné au début la hook comme une mauvaise nouvelle. Ok. Et donc ça peut être des fois, il y a plusieurs niveaux, tu vois. On peut juste dire attention, les gens qui font ça, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Et ça, on l'a vu, tu vois. J'avais un média crypto. Ne fais surtout pas ça si tu veux. Ouais. Exactement. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'il y a la fatigue de la hook utilisée si trop de gens l'utilisent, et après, il faut en trouver des nouvelles, tu vois. J'avais un média crypto là, que j'ai revendu à mon associé. Du coup, on sortait 2 rels par jour pendant 1 an. Donc, il y avait 2 rels qu'on aimait bien faire, enfin, qu'on avait regardé, tu vois, et ça validait toutes les hypothèses que j'avais mis, mais j'avais déjà testé avec mes clients. Quelle est la meilleure crypto à acheter? 10 000 vues. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, 100 000. Alors que c'est contre-intuitif, tu vois. Tu dis, on va plutôt apporter aux gens de la valeur en leur disant ce qu'il faut acheter, tu vois. Mais la valeur perçue, quand on y revient, la valeur perçue de ce qu'il ne faut surtout pas acheter, du coup, a plus de valeur perçue que celle qu'il faut acheter. Pourtant, celle qui te rendra riche, c'est celle qu'il faut acheter. Mais celle qui ne te fera pas perdre d'argent est perçue comme plus valuable que l'autre. Okay.
Parce que notre cerveau est programmé pour la putain de survie. Tu vois? Ouais, Et quand t'as pas compris ça, c'est mieux de prévenir un risque que d'apporter une bonne nouvelle. une bonne nouvelle. Ok. Et il y a quand même des gens qui y arrivent, parce qu'il y a un média qui s'appelle le média positif. Pour moi, c'est contre-intuitif. Je sais pas comment ils font des vues. Je pense que c'est... Je sais pas. J'ai pas étudié leur Que des truc. bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Et parce qu'après, ils jouent sur, je pense, l'ocytocine créée dès le début. Donc, il y a toujours quand même un pattern interrupt, tout ce que tu veux, etc. Et après, genre des trucs mignons, les chats, etc. Tu vois. Comment t'expliques que, personnellement, je regarde les nouvelles, j'ai pas de télé chez moi, je regarde les nouvelles que quand je rentre chez mes parents parce qu'on boit l'apéro devant la télé. Et genre, ça me sort par les trous de nez. Genre, cette négativité ambiante. Genre, Oui, je c'est le vois, insupportable. je vois que c'est mauvais. Et genre, ça ne rentre pas dans mes oreilles. Genre, ça me. Souvent, c'est un sujet de discorde avec mes parents. Je leur dis, mais comment vous faites pour vous mettre ça dans la tête tout le temps? C'est des bonnes personnes, hein, mais je me dis, mais comment tu peux évoluer là-dedans? Du coup, c'est quoi que t'expliques que moi, je sois hermétique à ça? Est-ce que je le suis, je pense être hermétique, en fait, je le suis aussi sur d'autres trucs. J'aime bien me plaindre, par contre. Ça Je... m'arrive assez souvent, tu sais, de me plaindre de trucs. C'est vrai que j'ai un peu plus de contexte, mais si on prend dans la généralité, t'as toujours des médiums préférés. Je pense que nous, ça nous a bien gavé aussi. Parce que c'est pas nos codes, c'est pas notre génération, genre... Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur YouTube, des fois, ça m'arrive souvent de me perdre sur des trucs, et en fait, c'est pas hyper positif. Ouais, c'est ça, mais Ouais. par contre, ça va mieux. Parce qu'en même temps, c'est ton habitude, etc. C'est une question intéressante. Mm. On va la creuser. Même si c'est une question de médium, je pense. Ouais, ça c'est certain, une question de médium, mais il y a peut-être plus que ça. En fait, moi, ce que je trouve vraiment affreux, c'est la télé en fond. Enfant? En fond. En fond, ok, En ouais. fond, tu sais, quand il y a des gens qui ont toujours un bruit de fond et tout, ça me gave, moi. Mm. Si je veux bien un bruit de fond, c'est de la musique classique, quoi, c'est tout. Mm. Et là, donc, il faut savoir qu'en plus, si tu la captes pas consciemment, tu la captes quand même, l'information. Elle va taper dans ton inconscient. Ouais. Donc, s'il y a de la négativité, tu l'as quand même, quoi. Ok. Donc, biais de négativité, biais de confirmation. Ouais. Le troisième, Ce qu'on pourrait utiliser comme être... biais pareil. cognitif. Ouais, comme être biais cognitif ou même comme concept, que je disais, bon, pattern interrupt, on l'a vu. Bah, les physiques garniques que je te disais, ça, c'est un néon, c'est un biais. Ok. Donc, faire des open loops, comme tu disais. Ou alors, on peut prendre... Donc, c'est quoi la définition de ce biais-là? C'est le besoin de connaître ce qui est l'inachevé? une tâche en cours, alors j'ai plus la définition exacte, mais une tâche en cours est plus mémorable qu'une tâche terminée. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, je crois que l'expérience sociologique qui avait été faite, c'est que les serveurs d'un restaurant se souvenaient mieux des commandes qu'ils n'avaient pas encore terminées de celles qu'ils avaient terminées. Ok. Ah Ça, non, c'est pas ça, c'est avec les tips, je crois. C'est qu'ils se souvenaient plus des mecs qui avaient déjà fait des tips que des mecs qui avaient mais de la commande, ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est Ok. un truc... Et en Reels, c'est ce que tu vas faire quand top 3 des machins, le troisième va te surprendre. Ouais, le troisième va te surprendre, mais ça pareil maintenant, ça passe plus, tu vois. Oui, non, mais c'est pour illustrer le biais, c'est ça. Ouais, ça peut être ça. Ok. Ça peut être ça. Ça peut l'être. Ou ça peut être plein d'open loop. Genre, moi, je préfère toujours... Ouais, il y a montrer et démontrer, tu vois. Genre, je dis toujours, si tu dis que t'es riche, c'est que tu l'es pas. Par contre, tu peux le montrer. Mais si tu le montres de manière bien et que tu l'es pas non plus, les gens vont croire que tu l'es sans le dire, tu vois. D'où même la manière d'arriver bien habillé, etc., qui sont des arguments d'autorité. Hein. Donc là, c'est pareil. Là, en gros, c'est induire le billet sans le dire, tu vois. Et c'est ça qui fonctionne le mieux, parce que du coup, les gens ont l'impression que c'est authentique. Et ça l'est. Mais, tu vois, ça passe mieux, quoi. Parce que, pareil, les gens se rendent pas compte, hein, l'évolution du marketing. Hein. Dans les années 50, mec, grosse tête de gondole, acheter 10 l'offert, etc. Ça, maintenant, tout le monde, ça ne passe plus, tu vois. Et donc, il y a toujours une évolution du marketing, et là, on va vraiment, on tend vers faut qu'une pub, ça ressemble plus à une pub. Après, il y a toujours des têtes de gondole dans les supermarchés. Hein. Ouais, mais va comparer avec celle des années 50. Ouais. C'est pas la même, tu vois. Bah, moi, je lis beaucoup de la presse, les pubs des presses d'avant, là. Ouais. Et je m'inspire beaucoup de ça. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Le médium change, mais c'est la même chose. Mais comme les vidéos de Squeezie, ils prennent des émissions télé, ils transforment en vidéo YouTube. Hein. En fait, il y a toujours deux trucs. C'est soit tu recopies un truc et tu l'adaptes et tu l'améliores, soit tu fais de la R&D. Il y en a un où tu peux perdre beaucoup d'argent, l'autre, c'est plus safe, quoi. Ok. Eh ben, faisons la transition et parlons du watch time. Le watch time. Je crois que la première discussion qu'on a eue, c'était ça. C'était genre, je crois que tu t'es présenté comme ça. C'est genre, mon obsession, c'est le watch time. Moi, j'ai dit, dans ma tête, j'ai toujours cette courbe horrible du watch time des ads. Ouais. Où, en fait, à chaque fois, mes clients, ils font des ads d'1 minute. Et ils disent, ah, mais là, on devrait faire ça. À chaque fois, je leur dis, là, il y a 15% des gens. En vrai, on se focus sur les 4 premières secondes. Ouais, totalement. C'est trop important. Et donc, moi, en ads, mon watch time, c'est je dois être capable d'avoir dit tout ce qui concerne mon offre dans les 6 premières secondes. Il me faut de la preuve, de la garantie, du bénéfice en 4 secondes. Sur un Reel, je pense que t'as un peu plus le temps. T'as plus cette tension qui reste. Sur une ad, t'as jamais la tension qui reste. C'est toujours c'est une exponentielle inverse. Et, c'est là où je pense qu'il faut travailler les ads comme des Reels. 100%. Et qu'il y a un vrai game changer. Ouais, 100%.
100%. Mais un autre sujet. Non, mais on va en parler. je vais là-bas, justement. J'essaye de... Dans ma tête, Par je suis très étapes, scientifique, je vois la courbe qui baisse et je vois vraiment la courbe des Reels. Et il y a forcément... Et en fait, c'est ce qu'on a dit, c'est que le dernier lancement que j'ai fait, on a eu 1200 ads, on a eu 40 Reels à peu près. Et sur le top 15 des top spenders, il y a 5 Reels. Donc en termes de ratio, on va vers ça. Et en fait, les monteurs, désolé pour vous, mais la qualité du montage fait fuir les clients, quoi. Dans l'ère où on est, donc c'est ça. Mais donc le watch time, comment tu le tiens? Comment tu fais pour... Est-ce que watch time égale like? Watch time égale reach. Watch time égale reach. Ouais. Ok. Plus les gens restent, plus ta vidéo est push. Ok. Et ça, vraiment, depuis 2026, c'est pire qu'avant. Ouais. Indépendamment des likes, indépendamment des follow. Ouais. Je dirais watch time. Après, bon, chaque plateforme a son truc. Hein. Oui. Parlons de Instagram. Instagram. Donc, ouais, watch time, maintenant, c'est le premier pour moi. Vraiment un bon watch time. Ensuite, like, follow, effectivement. Partage peut-être en premier avant les likes et les follow. Les follow, ils s'en branlent même un peu, c'est juste pour toi, entre guillemets. Okay. Et les commentaires, c'est très intéressant. Moins qu'avant, bizarrement. Mais les commentaires, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que Instagram, eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes sur la plateforme le plus longtemps possible. Quel est le seul truc qui te ramène sur la plateforme? Les commentaires. Quelqu'un qui répond à ton commentaire, tu vas voir, et hop, après tu te laisserais avoir par le scroll. C'est pour ça que c'est valuable pour eux, les commentaires. Et watch time, pareil, parce que plus tu restes, plus t'as de chance. Eux, ils veulent quand même des créateurs de qualité. Mais ça veut pas dire que des fois, ça, les gens comprennent pas. Tu peux avoir un fond super, mais la forme est pas bonne, donc personne ne le voit, quoi. Donc la question, c'était comment on garde du watch time. Ouais, c'est ça. Comment tu en fais ton obsession et comment tu assouvis cette obsession. Du coup, pour comparer avec les ads, on va dire tu forces un peu l'algorithme. Donc tu peux te permettre d'être moins accurate. En réel, tu perds une seconde, t'es baisé, quoi. C'est terminé, genre à la poubelle, tu vois. Genre le dernier que j'ai sorti, c'est comment j'hésitais à mettre 2 titres en hook. C'est comment les jeux vidéo rendent votre cerveau plus gros. Ouais, je l'ai vu. Voilà, et je me disais, bon, on le sait déjà, tu vois, et j'aurais dû prendre le contre-pied, c'est les jeux vidéo détruisent, bien de négativité, votre cerveau. Et je pense que je l'aurais publié d'ici un mois avec cette hook-là en titre. Et dans la hook, en plus, je dis l'inverse. Je dis en premier, ça fait grossir ton cerveau, et ensuite, ouais, mais ça peut le détruire. Donc là, on a une dissonance cognitive qui peut être intéressante pour faire le pattern intérieur, dire, attends, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il gueule de merde. Ouais. Okay. Pic de cortisol, ça n'a pas de sens, j'aime pas ça, le cerveau aime pas, hop, on regarde, et du coup, ça augmente la focalisation, quoi. Comment on augmente le watch time? Les open loops, c'est top. Ça, je m'en suis rendu compte vraiment. Avant, j'en faisais beaucoup moins. Parce qu'avant, on n'était pas obligé d'en faire autant, vu que ça comptait moins. Les open loops, c'est top. T'as quelques exemples? Quelques exemples, ouais, j'en ai plusieurs même. Il y en a une, donc, pour un client qui parle de vin. Et là, en plus, bon, c'est hyper intéressant parce qu'on prend un truc là, on parle de millions de vues. Parce que ça touche tout le monde. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est est-ce que tu as une niche ou est-ce que tu es chez le grand public? Et tout le monde tient son verre de vin comme ça, alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et là, tu justifies. Tu dis, ou alors, soit tu pouvais justifier direct en disant c'est comme ça, et pourquoi? Toi, tu dis, en fait, si tu le tiens comme ça fait ci, ça fait ça, et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, du coup. Et à la fin, tu dis, et du coup, c'est comme ça qu'il faut le tenir. Et en plus, les gens qui le suivent, ils se sentent pas baisés, tu vois. Parce qu'ils disent, j'ai appris plein de trucs, il m'a expliqué le pourquoi. Donc ça, et donc valeur perçue ouf, parce qu'après, tu peux le ressortir en repas de famille, t'es bien vu, regarde. Moi, j'ai les codes, toi, t'es cancan. Tu vois, c'est bien, ça passe bien. Si tu fais ça, c'est parce que tu devrais faire comme ça. Exactement. Et du coup, open loop, et tout le monde le fait. Donc, en plus, tout le monde se projette, tu vois. Ça, c'est bien, parce que du coup, ça fait... tu peux faire de l'ocytocine de cette manière-là avec du mirroring, quoi. Tout le monde On va expliquer ça, l'ocytocine. L'ocytocine, on va dire, c'est l'hormone de l'empathie, de l'amour, etc. Mais c'est bien plus que ça, en réalité. Là. Je vulgarise vraiment de manière vulgaire. Peut-être un oxymore, ça. Et quel est ton objectif quand tu vas... donc toi, quand tu es sur un Reels, tu vas avoir l'objectif du watch time. C'est juste ton unique métrique. Enfin, ta métrique la plus pure. Ouais, courbe de rétention. Courbe de rétention. Et combien de temps, et combien de pourcentage la vidéo est vue. Ok, donc tu vas jouer sur les émotions, et ta résultante, c'est courbe de rétention. Ouais. On est OK avec ça? Pour avoir une bonne courbe de rétention. Ouais. Sur une ads, c'est le CA. Ok. Qui va être soit en direct response, c'est-à-dire que tu as un achat tout de suite derrière, soit sur un mois, soit des fois, tu as des cycles de vente sur 6 mois, tu vois. Tout dépend de l'objectif du mec aussi. Si son objectif, c'est faire des vues, sans faire des abonnés, tu peux. Si son objectif, c'est faire de la conversion, et si son objectif, c'est faire des abonnés. Ce sont 3 trucs différents. Est-ce que le parcours chimique pour faire donc ces 3 petits segments que tu as dit, là, abonné, watch time, impression, etc., et vente, est le même ou pas? En vrai, ouais. Parce que vu que, du moins que t'es pas en ads, que tu payes pas pour booster l'algo,
La seule manière de booster l'algo, c'est d'avoir un bon taux de watch time. Ok. Donc, et après, le but, c'est que j'arrive à la fin. Et ce qui est bien quand tu arrives à la fin, par exemple, de réel de conversion, c'est que tu as pu déjà poser ce qu'on appelle en hypnose le frame, donc tout le cadre. C'est toi qui cadre la conversation avec C'est ça que je veux savoir. une vision que les gens n'ont pas forcément vue. Tu vas dire, ah putain, j'avoue, j'avais pas vu ça comme ça. Vas-y, ça m'intéresse, je clique. Tu vois. Et donc, c'est quoi le Alors, parcours si tu le décortiques, si on l'explose, genre étape par étape, Hook, qu'est-ce qui se passe dans ta tête avec un hook? en biochimie. Ouais. Taux de cortisol, augmentation du taux de cortisol. Ok. Ensuite, tu as plusieurs façons de faire. Donc, Est-ce que soit. tu peux te donner des exemples dans la vie réelle c'est quand que, genre, de manière concrète, ton taux de cortisol, il monte dans la vie de tous Tu les peux jours? avoir plein de trucs. N'importe quel stress, genre, même, tu vois, quand tu vas dans un bain froid, ça fait augmenter ton taux de cortisol. Là, c'est vraiment multifactoriel. Enfin, illustrons ça avec des trucs à chaque fois comme ça. Pour les réels, tu veux dire ou pour... Ouais, donc hook, tu rentres dans un bain froid. Non, là, c'est toi quand tu rentres dans un bain froid. Ouais. Ah ouais, ok, oui, tu veux dire. Mais Ok. ouais, c'est pour dire. Ouais, c'est ça. Ensuite, tu peux avoir, du coup, pour que la personne se sente concernée, du coup, tu fais faire de l'ocytocine pour avoir de l'empathie. Donc là, tu caresses un chat. Ouais, tu peux caresser quand tu caresses un chat, ou tu vois quelqu'un qui est dans une situation dans laquelle tu as été, tu dis, oh putain, ouais. Je te comprends. Voilà, exactement. Ok. Ça, c'est pour juste la neurochimie. Et à la fin, tu donnes la solution. Et ça, c'est en anticipation de la récompense que tu as la fameuse dopamine dont tout le monde parle. Tout le monde dit oui, c'est bien ce que tu fais de la dopamine. La dopamine, c'est pour anticiper la récompense. C'est pas au moment de la récompense. Au contraire, au moment de la récompense, tu as une chute de dopamine. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, ton cerveau, il se dit, bah, tu fais une autre dose. Et là, tu mets le call to action. Ok. T'as apporté de la valeur. Donc c'est là où tu donnes les bénéfices. Abonne-toi. Tu donnes la promesse. Parce que des vidéos comme ça, t'en auras d'autres. Putain, cool. Si je peux avoir juste besoin d'appuyer sur un bouton, j'ai ce shoot de dopamine. C'est une question de. Est-ce que ce parcours, il se répète tout le temps? Ça veut dire que si par exemple mon lead, il fait ce parcours-là sur une ads, ensuite il sort de la plateforme, il va sur une landing page ou sur une VSL, ou il va être dans un webinaire dans une semaine. Est-ce que c'est une continuité ou c'est une loupe qui se répète? Et c'est juste l'intensité qui est différente. Moi, actuellement, je le vois comme une intensité différente. C'est-à-dire que mon webinaire ou mon challenge, c'est la même chose avec une intensité plus forte. Ouais. Ouais, c'est ça. Je passe par la même. Tu sais, quand je commence un webinaire, c'est comme si la personne, je la connaissais pas. Je vais faire l'intro et tout ça. Et tu sais, je monte pas. Je joue avec les émotions. Ouais, totalement. Et ce que j'essaie de faire en ads, c'est en condensé, tu vois. C'est totalement ça. Mais après, c'est un pattern. Et il faut pas faire l'erreur de A implique B, mais B n'implique pas, tu vois. C'est non B qui implique non A. Ça veut dire faire une hook avec un biais de négativité, ça fait des vues. On va commencer un webinaire en disant vous êtes. Donc si tu fais pas de vues, c'est que tu n'as pas de hook de négativité, c'est pas vrai. Okay. Enfin, ça peut l'être, mais c'est pas obligatoire, tu vois ce que je veux dire. Donc A implique B, mais B n'implique pas A. Ouais. C'est hyper intéressant. Ça me fait vraiment ça me fait confirmer plutôt des choses sur le fait que quand tu maîtrises ça correctement en ads, en fait, tu fais baisser ton CPL et potentiellement tu le fais monter. C'est pas une mauvaise chose parce que souvent ce que je dis, c'est Meta, s'il te fait payer cher ton trafic, c'est pas forcément mauvais. Parce que s'il capte vraiment celui que tu veux, il va te le donner, il va te le faire payer cher. Et toi, derrière, tu as une matière à travailler que tu connais parce que tu sais exactement que c'est ces personnes-là que tu veux. En gros, tu fais un filtre au début où tu dis, OK, bah, moi, je vais avoir que ces personnes-là, donc je veux que des personnes empathiques, donc je vais aller taper ce truc-là, que je sais que ça convertit vachement bien et mon offre est bien faite pour ces personnes-là. Dès que tu arrives en webinaire, direct, tu commences et tu leur parles à eux. Et en fait, on te dit souvent l'avatar, il habite, il met des chaussures rouges et on s'en fout, tu sais comment il pense. Et quand il arrive dans ton webinaire, tu sais, OK, lui, il pense comme ça, j'attaque comme ça. Et là, tu vois direct d'un coup de rétention qui reste. Je vais plus travailler ça. Ça, des questions, et ouais. m'appeler. Hein. Ouais. 1000 € de l'heure, donc ça va, c'est pas si cher. Je vais le faire. Hors taxe. T'es en combien en consulting? Ça dépend du niveau de question que tu veux me poser, en gros, entre guillemets. Okay. Si on veut t'extraire ton cerveau pendant 1 heure. Extract full compétence, c'est 500 €. Okay. Taxe andorienne ou. Hors taxe française. Okay. Est-ce que tu peux me dire en une phrase l'évolution de l'algo dans les. On peut dire maintenant les 10 dernières années? Genre, ouais. Tu mets une phrase tous les 2 ans, tu vois, genre tu commences en 2016 jusqu'à 2026. J'aimerais bien parler d'un truc. Sens-toi libre. Parce que je sais pas si j'aurais 2 mots exacts. Bon, vas-y, je vais faire ce que tu mets en premier, après je parlerai de. Parce que moi, j'adore toujours trouver les patterns universels. Et là, il y en a un que les gens voient pas forcément. Au début, c'est très peu de créateurs, beaucoup de temps de cerveau disponible. Donc, quoi que tu fasses, dans tous les cas, tu fais des abonnés. Et les gens qui ont bien converti ça, c'est Squeezie, Thibaut InShape, etc. Tous les mecs qui étaient là au début, qu'ils ont su évoluer après. Ensuite, tu as eu la professionnalisation un petit peu. Donc, en gros, la première vague, pour moi, c'est podcast, on va dire. Tu vois. Enfin, même avant, tout avant, c'est les chats. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'était Internet est rempli de chats. Hein. Okay. Les vidéos de chats, etc., c'est ce qui fonctionnait sur les réseaux sociaux. Puis après, les mecs, ils se sont dit, putain, on peut faire des vidéos. YouTube, c'était un site de rencontre. Hein.
vidéo de base. Ok, je sais pas. Ah ouais. De base, YouTube, c'était un site de rencontre où tu publiais des vidéos. Et après, ils ont dit, putain, mais en fait, c'est plus. Donc, apparition, du coup, après, de la vidéo sur les autres réseaux sociaux, où là, on a eu beaucoup d'humour, etc. Tu vois, il y avait très peu d'informations, ou que pour les geeks, tu vois. Et là, il y avait déjà des mecs comme Olivier Rollin qui avait pré-shot ça dès le début avec Blogueur Pro et tout, tu vois. Blogueur, mec. Et blog, bordel. Donc là, vraiment des visionnaires. Ensuite, tu as eu la professionnalisation, on va dire. Donc là, ça commence à voir que ça génère du cash, ça peut être un métier, les gens, ils croient pas trop, on sait pas, peut-être. Et c'est Amixem qui avait dit ça. Genre, je crois qu'il s'est dit, je vais paraphraser, je vais très certainement erroner, hein, mais il dit, je crois qu'il y a 4 ans, je me suis dit, c'est bon, ça ne se terminera pas la semaine prochaine. Alors que sinon, tout le début, depuis sa carrière, il dit, ça se trouve, la semaine prochaine, c'est terminé. Tu vois. Donc, il y a eu cette vision-là au début, donc, où ça a commencé à se professionnaliser. Ensuite, il a commencé à avoir les premières formations business, etc. et tout. En même temps qu'il y a eu le knowledge, donc les gens qui apprennent des trucs, etc., dans plein de niches différentes, qui partagent leur passion et tout. Et maintenant, on peut dire, on arrive vraiment à full React, full knowledge, enfin, où il y a tous les formats qu'on connaît actuellement, quoi, tu vois. Mais le truc intéressant dans tout ça, et donc le macro-modèle de tout ça, depuis le début du marketing et de la communication, c'est choper le nouveau médium où il y a beaucoup de temps disponible sous-évalué, du temps de cerveau disponible sous-évalué. Si tu veux, au début, quand il y a eu la radio, au tout début de la radio, hein, il y avait une chaîne, je sais plus ce qu'ils faisaient, ils parlaient de bricolage et tout. Mais attends, il y a plein de gens qui écoutent juste pour des trucs de bricolage. C'est-à-dire que moi, si je te paye, tu peux parler de ma marque de marteau, genre, hein, c'est possible? Ok, bah vas-y, on va faire ça, on va voir. Et les mecs disaient, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec la radio, fais des affiches dans la rue comme tout le monde, ça va bien se passer. Bon, mais il se trouve que je dis, putain, ça fonctionne, genre, les gens sont venus acheter, tu vois. Et donc, du coup, après, tout le monde va sur la radio, parce que les premiers, par contre, qui sont arrivés, ils ont tout raflé. Ensuite, il y a eu la télévision qui arrive, tu vois. Et t'as des trucs comme la Colgate Comedy Hour, qui était là au tout début de la télévision, et Colgate ne serait pas la marque actuelle s'ils n'avaient pas fait ça. Et les mecs disaient, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire des pubs à la télé? Très peu de gens à la télé, fais une pub à la radio, comme tout le monde, ça va bien se passer. Bon, les premiers arrivés, ils ont tout raflé, comme Squeezie et Thibaut InShape. Ensuite, il y a eu les sites web. Je me disais, qu'est-ce que tu t'emmerdes sur Internet? Les gens ne savent pas l'utiliser, fais une pub à la télé comme tout le monde. Et ça va bien se passer. Et ensuite, il y a eu mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec les réseaux sociaux? Fais un site web comme tout le monde, fais du SEO, achète des trucs Google. C'est pour les gosses, les réseaux sociaux, c'est même pas un vrai métier. Et du coup, là, on arrive aux réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde a compris qu'il fallait y être. Les chaînes de télé, etc., détenir des médias. C'est la putain de première fois dans l'humanité qu'on peut acquérir une audience personnelle avec juste un téléphone et Internet. Avant, il fallait faire des sociétés comme TF1 ou des chaînes de télé qui, je le rappelle, hein, pour ceux qui nous écoutent, ne sont jamais rentables. Elles tiennent juste parce que l'État finance ou des mécènes, voilà. Donc, ils sont rentables en termes d'influence, mais pas en termes de cash. Donc, déjà, pareil, on va se demander, du coup, quoi, est-ce que c'est... La télé nous veut du bien, hein si c'est pas rentable comme business. Bref, et donc maintenant, la question, c'est quel sera le prochain truc? Qu'une idée. Et ça s'accélère en plus. C'est-à-dire que la radio est restée longtemps, tu vois. Je te donne un truc que j'ai vu là récemment, c'est les placements personnalisés. Dans les films? Ouais. Genre sur Netflix? Ouais. Genre, si toi, t'es plus en profil, peut-être aimer Fanta, sur la canette, tu auras marqué Fanta au lieu de Coca. Ouais. Les gens ne parlent pas de cinéma. Le cinéma, c'est un vrai outil d'influence de masse. Plus que de l'art. Pourquoi? Parce que c'est déjà, le cinéma, c'est la création de l'art de masse. Avant, ça n'existait pas. Et t'as pas besoin d'être initié. Tout le monde passe un bon moment devant Star Wars. Ceux qui ont la culture disent, ouais, putain, c'est une super référence à 10 millions, l'Odyssée de l'espace et tout. Ceux qui passent pas, ils disent, putain, super histoire. Et donc, le cinéma, tout est influence, déjà, ça à savoir. Et le cinéma est beaucoup plus géopolitique, etc., que ce qu'on pense. Il faut savoir que dans Scarface, la mafia a fait modifier les scripts 10 fois, tu vois. Et ils ont participé au financement du film. Non, c'est pas Scarface, c'est... Le Parrain? Ouais, Le Parrain. J'adore ces films, moi, mais... Et, je savais pas. et les gens, ils pensent pas assez. Je crois que c'est dans Gravity. Qui c'est qui vient sauver le mec sauvé dans l'espace? C'est un vaisseau chinois. Avant, c'était les Américains qui sauvaient les gens, non? Et on le voit dans Rocky, qui c'est les méchants? Au début, c'est tous les mecs qui sont par là-bas, là. Et après, c'était les Russes. Enfin, tu vois, etc., etc., etc. En fait, du moins que ça sert à la politique, ça vaut le coup, quoi. Ouais. Et donc ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ça a un réel impact sur tout ça. Pareil, le cinéma a appris à embrasser. Genre, c'est le cinéma qui a donné le mode d'emploi. Okay. Comment on pourrait dire ça? Industrialiser le baiser. Tu vois. Avant, chacun faisait comme il voulait, tu vois. C'était pas, tout le monde ne s'imaginait pas sous la pluie, etc. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et à contre-pied de ça, tu as
J'essaie de développer, moi, des strates de copie et d'acquisition en voie postale. Ok. C'est la même chose que les mails, en fait. Ouais. Tu dois Mais genre en papier. tu dois travailler ton pli pour que les personnes ouvrent. C'est un open rate. Hyper intéressant, ça, science comportementale, à voir ça. Ce qu'on appelle les associations métaphysiques. Ok. Les TRH me détestent pour ça. Parce qu'ils comprennent pas. Mais donc j'avais bossé pour une grosse boîte, mais vraiment une énorme boîte qui bosse avec SpaceX, etc. Tu vois, qui fait des pièces. Et je discutais avec le DRH et j'expliquais que les associations métaphysiques, ça fonctionne. Donc c'est-à-dire que bon, maintenant les gens ne voient plus des fichiers, des CV. Mais si tu as un CV sur un papier bien épais, un peu granuleux ou avec un gros trombone, eh bien, il paraîtra plus lourd. Inconsciemment, tu seras plus solide, avec plus d'expérience, etc. qu'un mec qui est sur une feuille hyper fine. Que tu le veuilles ou non. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On ait une discussion sur les objets de mail. Oui, carrément. C'est un vrai sujet, ça. Mais est-ce que tu peux faire de l'association métaphysique avec les objets de mail? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que moi, je parle vraiment mais avec des objets physiques, tu vois. Non, du coup, c'est la perception de la lettre et des mots que tu mets. Tu joues avec les ponctuations, potentiellement. Ah, bien sûr, ok, mais du coup, c'est pas métaphysique, c'est pas avec un truc physique. Non, c'est pas. Là, en gros, c'est que le truc physique t'induit. Et donc, moi, le DRH, il me dit, oui, mais moi, je fais pas attention à ce genre de... Non, en fait, ton inconscient le capte, on s'en branle, tu fais attention, c'est un biais cognitif, tout le monde y est soumis. Tu vois, et ça m'énerve. Et tu vois, il n'y a pas plus manipulable que quelqu'un qui se pense pas manipulable. Hein. Voilà, en passant. Ouais. Désolé, du coup. Non, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Comment ça s'appelle le métaphysique pour quand quelque chose qui n'est pas en physique, tu vois, genre. Association. Ouais, ok. Je dirais ça, parce que c'est le wording, etc. C'est association, quoi. Mais le truc, c'est que tu contrôles toujours pas tout, parce que comme je disais, un mot n'est pas le même pour tout le monde, quoi. Ok. Alors, château, toi, ça va te faire penser des trucs qui, moi, on n'a pas. Enfin, imaginons le mot château a une forme. Bon, ben, on a deux formes opposées, tu vois. Ouais, c'est le même mot. Parce que les mots ne portent pas le sens de manière intrinsèque. Comment l'IA interprète les biais? Alors, hyper intéressant. Là, je suis pas du tout le plus calé. Mais je crois qu'ils se sont rendus compte, vu que ça s'entraîne sur des données humaines, qu'elles sont autant biaisées que des êtres humains, du coup. Il me semble que c'est ça, ouais. Okay. Et peut-être moins, hein, je suis pas un expert. Okay. Mais de ce que j'ai vu passer, c'était ça. Encore une fois, j'ai pas vérifié les sources, donc je peux pas trop diguer le sujet. On va parler un peu d'IA. Est-ce que l'utilisation de l'IA pour le watch time est bonne ou pas? Elle comprend pas le contexte, franchement. Moi, ou alors je suis un médiocre prompteur, ce qui est possible aussi. Hein. Attends, j'essaie de lui filer plein d'idées et tout, mais je repasse toujours sur mes scripts, tu vois. Genre, tu m'avais dit que tu avais fait un peu avec Cowork ou Claude Code, tu avais fait des scripts pas trop mal. Ouais, mais c'est plus dans ce que j'aime bien. En gros, dans la publicité, il y a un truc qui s'appelle le ping-pong créatif. C'est-à-dire que tu as toujours deux créatifs. Tu m'en as parlé, ça, c'est trop bien. Qui pensent ensemble, parce qu'en fait, toi, tu dis, oh putain, j'ai une bonne idée, tu t'arrêtes là. Alors que si t'as un autre créatif, tu dis, putain, c'est ouf, et en plus, on pourrait mettre ça. Ah ouais, mais du coup, si on met ça, on met ça. Et donc, quand t'es tout seul, tu peux pas faire de ping-pong créatif. Et là, tu peux le faire avec l'IA. Tu dis, c'est quoi l'éléphant au milieu de la pièce que j'ai pas vu, en fait? Est-ce que je me trompe pas totalement? Ou est-ce que. Bref, t'injectes du bon prompt, je suis pas prompt expert, quoi, mais. Et du coup, ça te permet d'avancer comme ça, quoi. J'en ai parlé hier, j'ai brainstorm avec un gars pour les process sur Claude Code. Et il y avait ce truc-là de relecteur qui est en fait c'est un ping-pong créatif pour copywriter. Et le sujet, c'était de faire 3-4 agents avec des caractères différents qui vont se relire toute la nuit, en fait. Et qui vont se challenger toute la nuit. Intéressant, et du coup, ça te met un énorme brainstorm. Ouais. Et le matin, tu te lèves et t'as un truc relu. Pas mal, ça. Parce qu'en fait, une copie, si plus elle est relue par des bons copies, non, des bons relecteurs, c'est différent de quelqu'un qui crée la copie, mieux c'est. En fait, si j'arrive à faire ça, ça peut être pas mal. Je veux bien les résultats. Si je trouve ça, si ça fonctionne, ça peut être bien. Ouais. Je vais développer ça. Il y a un point que j'aimerais voir, c'est la synergie entre le contenu organique et le contenu pub qu'on va faire tous les deux. Je t'ai placé dans deux, trois trucs en 2 jours. Ouais. Merci beaucoup. Potentiellement des futurs clients que je voudrais avoir En fait, je veux faire quelque chose, je crois durement en ce truc-là. Et même pour moi. Hein. Moi, je sais que falloir que je pète un peu le truc de l'organique, il faut que je trouve ma formule. Pas évident. C'est inné, tu penses, pour toi, ça, ou pas? Si le marketing et la communication, ce serait inné, ce serait pas un métier. Okay. Tout le monde serait bon. Ce qui est inné, ça veut dire que ça vient de l'instinct, tu vois. Ouais. Alors, tout le monde respire. Par contre, le langage, c'est pas instinct. Sinon, tu n'aurais pas des cours pour apprendre à parler. Tu me conseilles quoi sur mon podcast pour toucher plus de monde, sachant que je veux pas faire du mainstream? Faire des réels. Je t'en avais parlé rapidement, genre ma saison 1 de podcast, je sais pas, je dois cumuler sur YouTube peut-être 3-4 000 vues, tu vois, en 10 épisodes.
Mais en termes de chiffre d'affaires et de cross-business, je dois être à 100, 150 000 euros, tu vois, d'affaires signées, de personnes qui signent des affaires grâce à moi. Moi, je touche des coms de commission. Donc, en fait, je m'y retrouve à 100%, tu vois. Et je me dis, si je fais les choses un peu mieux ou que je fais un peu plus d'efforts sur le watch time ou des trucs comme ça, on a parlé notamment de concept, d'avoir un concept de podcast, des choses comme ça. Est-ce que je vais tripler, du coup, le retour que je vais avoir, qui, moi, je calcule en retour monétaire, mais c'est aussi en retour de connaissances qui, in fine, vont avoir un retour monétaire à la fin, parce qu'on fait du business. Est-ce que forcément, sauf si tu invites plus de gens, si c'est plus une machine, toi, en termes du coup de bénéfices extra réseau, on va appeler ça comme ça. Ouais. Par contre, t'en as d'autres qui arrivent. Si tu fais plus d'abonnés ou plus de vues, tu vois. Donc là, en gros, ce serait comment je peux améliorer, te donner des conseils pour améliorer le podcast, mais extra réseau ou intra? C'est quoi que tu appelles ça, extra, intra? Donc, en gros, extra, c'est justement toutes les connexions là qu'on fait là. Si après on fait un resto ensemble, tu vois. Non, intra, genre pur podcast. Pur podcast, plus abonnés, plus. Genre, je fais mon podcast, lancement, je fais mon podcast, je fais 3 reels qui sont faits par des gens plus ou moins compétents. Déjà, astuce de ouf, parce que moi, du coup, j'ai monté plusieurs médias aussi, je plaçais mes pions. Un truc qu'on fait tout le temps pour faire une bonne vidéo longue et en même temps des bons shorts, c'est qu'on fait des mini-jeux. Ok. Alors, par exemple, tu pourrais me poser plein de questions à la suite, en commençant par un hook de négativité, mais ça, pire, on s'en branle, tu peux le mettre où tu veux, au montage, tu le mets comme tu veux. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire dans le marketing? Ok, tu vois, que des trucs valuable, mode condensé, tu vois. Et après, boum, tu vas voir l'émission complète, va là-bas. Parce que le plus viral, ça reste les shorts. Beaucoup plus facile de faire des vues sur les shorts, verticales. Ouais, tu fais des vues short, après tu balances. Et après, sur YouTube, en plus, tu peux linker une vidéo longue. Donc, c'est parfait. Que t'as pas sur Insta. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de l'envoyer sur notre. Ouais, bien sûr. C'est que tu restes. Okay. Donc, tu peux faire ça. Okay. Et après, travailler plus les hooks, les miniatures et les titres. Ouais. Ça, c'est vraiment chiant sur YouTube, c'est qu'il y a 2 étapes. C'est pour ça que moi, je préfère le réel, le short. Parce que le short, c'est comme si tu croises quelqu'un dans la vie. Tu peux pas dire disparaît. Et il était devant toi, il est devant toi, tu vois. Et moi, c'est là où je suis bon pour jouer avec le cerveau, quoi. Et t'enlèves l'envie de. Parce que sur YouTube, faut que la miniature t'attire l'œil, que le titre t'intrigue assez, que tu cliques dessus, et qu'après que la hook de la vidéo soit bonne, avec la dynamique pour que tu restes. 2 étapes, un peu chiant. Alors que le réel, ça te pète à la gueule, et t'as 3 secondes pour voler l'attention. Je comprends. On va clôturer sur un sujet. J'ai bien aimé ton approche sur comment tu structures tes équipes. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Vous êtes 7 actuellement chez toi? Ouais, en tout. Dis-nous un peu tes équipes. Ouais, c'est ça. Comment t'es composé? Comment tu tournes rapidement? En fait, j'ai bien aimé ta philosophie de t'as de l'argent. Ouais, ça va. Et tu fais quelque chose qui te passionne. Et tu es limité à 10 clients. Et t'en veux pas plus. Ouais. En fait, prendre plus de clients, ça voudrait augmenter les équipes, etc. J'ai envie que ça reste familial. Gérer des gens, ça prend du temps. Pour envie de le faire, il faut trouver les bonnes personnes aussi. Et à chaque fois, du coup, moi, je porte vraiment une importance à la dynamique de groupe. Quand tu intègres quelqu'un dans un système, un mec peut te foutre une boîte en l'air. Un Judas, et c'est terminé. Tu vois? Donc, la dynamique de groupe est hyper importante aussi. T'en as déjà eu un? Non, moi, ça va. Mais j'ai plein de potes autour. Okay. Et tu fais comment pour ne pas avoir de Judas dans ta team? Faut tester, des périodes d'essai, etc. Et moi, alors, mais pareil, encore une fois, les DRH me détestent. Après, je suis pas expert, donc peut-être ils ont raison. Mais moi, avec ce que je sais du cerveau, j'aime bien toujours passer par des questions détournées. Ils me disent, mais non, il faut poser la question frontale, etc. Et même quand tu poses une question, la question n'est pas là, parce que la façon, l'intention, le truc, c'est terminé, tu vois. Et tu sais que le gars, il va être embauché, sinon il serait pas là, tu vois. Donc évidemment qu'il va être la meilleure personne perçue pour toi. Okay. Et donc, du coup, moi, j'aime bien me poser des questions. Pareil, j'ai le droit de faire des tests et tout, tu vois. Je croyais que c'était pas légal, mais ils m'ont dit que ça l'est. C'est juste que c'est hyper mal vu en France, alors qu'en Amérique, il n'y a pas de problème. Des tests, quoi? Genre les tests de personnalité? Ouais, etc. Je crois que le seul truc qui est illégal, c'est le test de QI. Et encore, peut-être, je dis de la merde. Okay. Les tests de personnalité qui sont pour certains des pseudosciences, etc. Mais qui donnent des indications, tu vois. Qui donnent des indications. Et t'en as un en particulier? Ouais. Internet, t'en as plein des tests. Ouais, t'en as plein. Mais il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup. C'est le seul validé par la science, le Big Five. Donc, c'est un test. En fait, si vous voulez faire un seul test de personnalité, c'est celui-là. Le reste, c'est du bullshit. C'est les 5. Ce que tu me parlais la dernière fois, les 5 piliers. Non, ça c'est encore autre chose. Ouais. C'est encore autre chose. Et donc, ouais, comment tu fais au quotidien pour garder. Donc, t'as 2 monteurs. C'est quoi tes postes un peu que t'as dans ta boîte? Ouais, monteur, community manager. Ok. Moi, je fais toute la strat. Ouais. Moi, je fais la réalisation qui est hyper importante. Donc, au moment du tournage, je suis là. Des fois à distance pour des clients à Bali ou ce genre de trucs. Mais c'est moins bien qu'en vrai. Donc, c'est pour ça que je préfère me déplacer. Comment tu fais pour être à distance pour un tournage? En visio, quoi. Ok. Mais c'est moins bien. Et quoi, il a une perche selfie
Non, lui, il est dans un studio, là, comme on est là. Et tu mets une Moi, je suis sur, ouais, je suis sur un Mac en visio, sur un Google Meet. Et du coup, je vois un live ce qu'il fait. Je dis, OK, ça, tu me le refais, etc. Ok. Parce qu'en gros, il n'y a que moi, vraiment, qui ai l'expertise de A à Z, si ça fait un bon réel ou pas. Tu vois. Après, c'est toujours le marché qui décide. Mais du coup, il faut que la recette soit bonne. Parce que tu as le droit de te permettre que le marché ne soit pas là. Mais pour être sûr qu'il soit pas là, il faut que tu sois sûr de la PAC que tu lances, quoi, tu vois. Ça, je l'ai vu sur ma cliente. Là, on a fait. C'est une cliente qui vise la communauté africaine au Canada. Elle a pu tourner des pubs dans un studio en Afrique. On lui a balancé. C'était la première fois qu'on faisait des pubs avec elle. On lui a balancé les scripts. On n'avait aucun contrôle, tu vois. Donc, je n'avais même pas pensé à faire ça. Genre la réalisation asynchrone. Après, je suis allé me déplacer pour faire les nouvelles pubs. Et je me suis vraiment donné derrière la caméra. Et le résultat, il est incroyable. Et ouais, parce qu'encore une fois. Le CPL, il a divisé par 2, même plus que par 2. Ben voilà. Parce que c'est pas intuitif. Une fois, sinon, ce serait pas un métier. Ouais, complètement. Trop bien. Est-ce que tu as des ressources à nous partager sur le cerveau? Est-ce que des livres comme Persuasion? Ouais, Persuasion. C'est cool. Ouais. Je conseille, ouais. Une Bible. Ouais. Une Bible qui de explique justement que l'influence, lui, ce qu'il appelle la persuasion, commence bien avant le premier mot. Mais lui, il a vraiment du coup orienté persuasion, achat, tu vois. Ouais. Très très bien. Système 1, système 2 de David Kahneman. Ok. Propaganda de Robert Bernays. Comprendre. Déjà dans les années 30, je crois, il a écrit ce bouquin. Il n'y avait même pas les biais cognitifs. On a pu découvrir les biais cognitifs que quand il y a eu le digital. Pouvoir faire des vidéos facilement. Et du coup, qu'on a pu avoir beaucoup de data sur l'être humain. Donc le mec avait déjà pré-shot les biais cognitifs. Après, c'était le double neveu de Freud, Edward Bernays. Donc il avait un unfair advantage sur le cerveau. Okay. Et je pense que c'est ce qui l'a aidé. Et c'est lui qui a créé les relations publiques. C'est lui qui a fait fumer les femmes. C'est lui qui a dit qu'avoir un piano dans les maisons, c'était comment il s'appelle, lui, redis-moi? Edward Bernays. Ok, ouais. Okay. C'est lui qui a mis le fluor dans les dentifrices. Il a fait des belles choses. C'est lui qui a mis... Ouais, ah oui, mais un génie du mal, tu vois. Enfin, du mal. Tout est subjectif. Et boire du pastis aux femmes enceintes? Non, pas quand même. Mais par contre, il a fait, et ça personne ne le sait, les œufs au bacon dans tous les hôtels du monde, c'est lui. C'est pas du tout le petit déjeuner traditionnel américain. Dans les années 50, les gens le mangeaient, mais ça n'avait pas la place que ça a aujourd'hui dans le conscient collectif. Ok. Là, du coup, c'est ce qu'on appelle une adresse mentale. Il y a le conscient, genre, par exemple, je dis un clown, tout le monde a une image de clown. Ça peut être McDo, et en plus, très intéressant avec l'hypnose. L'hypnose à l'époque, quand tu disais hypnose, les gens voyaient le mec avec un pendule là, tu sais, ou le truc qui tourne, genre, avec le Disney, genre, et confiance, tu vois. Ensuite, maintenant, tu demandes ça à des jeunes, l'hypnose, bah, c'est des mecs dans la rue qui endorment des gens sur TikTok, tu vois. C'est le même mot. Les deux générations ne voient pas du tout le truc de la même manière. Ça me fait penser, d'ailleurs, sur l'hypnose, j'avais une question à te poser. Vas-y. Donc, en clôture. Est-ce que sur un pitch de vente, que ça soit pour vendre ton service en one-one ou en one-to-many, donc one-to-many en webinaire devant une salle, est-ce que les très bons vendeurs, les Russell Brunson, les Tony Robbins, les Grant Cardone, tous les grands vendeurs de ce monde, est-ce qu'ils hypnosent les gens? Est-ce qu'ils hypnotisent les gens? Ils hypnotisent les gens, pardon. Ouais. Mais d'ailleurs, quand tu hypnotises, tu fais de l'hypnose sur les gens? Ouais. Ouais, bien sûr, quand tu fais de l'hypnose. La question, c'est à savoir est-ce que c'est conscient ou pas, comme je te disais. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils le font Moi, je suis certain qu'ils le font. Exact, c'est sûr qu'ils le font. Il y a trop d'argent en jeu là-dessus. Est-ce que c'est de manière consciente ou inconsciente? Ça, il n'y a que qu'ils savent. Est-ce qu'il faut tendre à le faire? Tout est hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose, encore une fois, c'est un vecteur, mais comment je pourrais dire un meilleur mot? Tu mets les gens dans un contexte. Non, c'est même pas ça. Il y a un mème comme ça avec les woke, là, qui disent la sexualité, c'est un... Je sais pas, j'ai pas le mot, fait chier. Bref, en gros, il y a toute une graduation. C'est un dégradé, si tu veux. C'est-à-dire que c'est pas t'es sous hypnose ou tu l'es plus. C'est en permanence, tu l'es et tu peux glisser et tendre vers un état hypnotique. Par exemple, quand tu conduis de manière automatique et que tu te laisses emporter par tes pensées, tu dis oh, putain, je suis déjà là, putain, t'as oublié que tu conduisais, tu te mets tout seul dans un état d'hypnose. Et donc la question, c'est juste à quel curseur tu es entre l'hypnose totale et juste, tu vois, par exemple, la pensée, c'est déjà un état hypnotique. Pensée. Et après, la pensée, est-ce qu'elle devient visuelle? Est-ce que tu visualises vraiment bien le truc? C'est déjà commence à rentrer dans un état profond, etc., tu vois. Et après, l'hypnose totale, après, t'as le rêve éveillé. Bref, tu vois, et ça descend comme ça de plus en plus. Dans tous les cas, les principes d'hypnose... En fait, tu ne peux pas enlever l'hypnose de la vie humaine.
Parce que c'est la même chose. Il y en a qui peuvent parler de storytelling, mais storytelling, ça reste de l'hypnose aussi, tu vois. Il y a une notion, je disais, de frame en hypnose que j'aime beaucoup, qui est recadrer la conversation, tu vois. Il y a beaucoup ça là en ce moment. Où les mecs qui vont draguer des meufs dans la rue avec les lunettes, là, les Ray-Ban, et ils disent donne-moi une bonne raison que je te donne mon numéro de téléphone. Alors que normalement, c'est l'inverse. C'est les mecs qui sont demandeurs, et là, du coup, tu reframes le truc, et ça fonctionne. Parce que là, tu poses un cadre où la meuf, du coup, sauf si elle le reframe, mais ce qui est très rare, parce qu'il faut déjà avoir conscience que tu viens de te faire framer. Et dans la pub, dans tout ça, c'est la même chose, tu vois. Donc, par exemple, dans un réel de conversion, tu frames la personne. Genre, par exemple, moi, j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment les écrans détruisent ton cerveau. Et à la fin, je dis, j'ai fait un petit mini-chat ou avec une ressource Notion où si tu veux arrêter de scroller, en 5 étapes, etc. Bon, mais si tu mets juste bonjour, tu vas arrêter de scroller, genre, ça les intéresse pas. Par contre, là, tu les envoies dans ton cadre. Donc, en fait, l'hypnose, c'est ça, c'est ramener les gens vers toi. En fait, tu as 2 états. C'est soit tu vas dans le cerveau de l'autre, soit c'est les autres qui viennent dans ton cerveau, entre guillemets. Si on veut réguler. Et du coup, soit c'est toi qui vas dans le sien et tu comprends tellement bien que tu peux le driver pour lui faire imaginer des trucs, etc. Soit c'est le mec accepte que ce soit toi qui drive le truc et qui vienne dans ton univers. Tu vois. Magnifique. Bon, on va finir là-dessus. On peut te retrouver où sur Insta? Newtom, NEWTOM_FR. Et j'explique aux gens comment ne plus se faire manipuler et comment des mecs comme moi influencent des milliers de gens. Toi, ton meilleur contenu, c'est est-ce que tu considères que c'était ton TEDx que tu as fait ou pas? Le TEDx, c'est très très cool. Le TEDx, vraiment, est pour moi d'utilité publique. Je l'ai pas regardé encore. Il n'est pas encore sorti. Ok. Il n'est pas encore sorti. Dès qu'il sort, je le mettrai évidemment. Mais pour moi, c'est d'utilité publique. C'est ce qu'on devrait apprendre à tout le monde. Tu vois, ma coach TEDx m'a dit en général pour faire un mot TEDx, c'est demain tu meurs, qu'est-ce que tu veux laisser à l'humanité? Donc j'ai dit, c'est ça que je veux laisser à l'humanité si je meurs demain. Trop bien. Hâte de voir ça. Merci à toi. Avec plaisir. Merci à toi.